Docteur Wamba, vous avez la parole. Ok, merci, docteur Anil, pour cette conclusion sur la partie des opportunités de bourse à l'international. La partie ou alors le panel que je dois présenter porte sur euh, les démarches à suivre si on souhaite augmenter ses chances, de façon générale, parce qu'on ne va pas dire pour une candidature réussite, parce que généralement, c'est difficile de dire candidature réussite parce que si on postule à un programme, on peut être retenu ou pas. Et donc, on va juste dire, suivant notre expérience, le panel ici réuni, nous allons essayer de ressortir quelques points clés qui, si le candidat prête attention à ces points particuliers, il ou elle a de fortes chances que sa candidature aille un peu plus loin. Pourquoi pas que cette personne soit sélectionnée. Alors, dans un premier temps, on va dire, une fois que vous avez identifié la bourse à l'international que vous souhaitez postuler, il est question de savoir d'abord quel est son propre domaine d'expertise, parce que les domaines d'expertise varient d'une formation à une autre, c'est-à-dire, vous qui avez une formation en biologie, vous êtes différent d'une personne qui a une formation en chimie, par exemple, ou alors en physique. Et donc, vous devez d'abord savoir vos compétences, votre domaine d'expertise, autant pour moi. Et cela va permettre de mieux choisir la bourse à postuler. Cela va vous orienter dans le choix à faire pour la bourse que vous souhaitez postuler parce que il n'est pas juste question de postuler, mais de postuler dans le domaine qui correspond à vos compétences. Et donc, c'est dans ce sens que vous devez normalement définir dans un premier temps vos objectifs, qu'ils soient académiques ou professionnels, en fonction de votre niveau, parce que si vous appliquez ou alors si vous postulez à une bourse avec un niveau de licence ou un niveau master, je pense dans la plupart des cas, il s'agit encore des objectifs académiques parce que beaucoup souhaitent augmenter leur niveau ou alors évoluer de l'avant. Maintenant, lorsque vous avez déjà un doctorat, la plupart du temps, il s'agit des objectifs professionnels parce que vous avez le choix soit de rester en académie ou alors d'aller en industrie. Et donc, votre objectif doit être précis dans un premier temps, en ce sens qu'une fois que vous savez exactement quel est l'objectif que je souhaite atteindre, cela va vous orienter vers le choix de bourses parce qu'il y a des bourses qui vous aideront à vous intégrer facilement, soit en académie ou alors en industrie. Le docteur Anil, dans la première partie, nous a présenté les différentes bourses. Et si vous essayez un peu à partir des images qu'il vous a présentées, vous essayez de creuser, vous verrez les avantages de chaque bourse fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé. Et donc, une fois qu'on s'est défini ces différents objectifs, ce qu'on doit faire, c'est de chercher les bourses liées au domaine d'études en question. Et tout ce suivant l'objectif que vous vous êtes fixé. Et donc, une fois que vous avez identifié la bourse, l'une des premières choses à faire de façon générale, c'est de vérifier votre éligibilité. Parce que certes, il y a beaucoup de bourses en ligne, mais ce n'est pas toutes les bourses qui sont, c'est pas toutes les bourses qui sont ouvertes à tout le monde. Nous ne sommes pas éligibles à toutes les bourses. Je crois que le professeur Brice l'a mentionné précédemment, c'est-à-dire fonction de votre pays d'origine, votre niveau académique, vos moyennes, parce que ça compte aussi les moyennes que vous avez obtenues. Vous devez pouvoir, à partir de ces ensembles de critères, savoir si vous êtes éligible à un programme de bourse ou pas. Et une fois que ceci est fait, vous devez également vous rassurer que les diplômes que vous avez permettent d'appliquer au programme de bourse à la fois dans leur état primaire, c'est-à-dire les diplômes tels que délivrés directement à l'université, ou alors parfois, il faut des traductions. Ça va varier d'un programme à un autre. Et ceci rentre dans ce qu'on appelle préparer ces documents de bourse parce que une fois que vous l'avez identifié et vous vous êtes rassuré de votre éligibilité, vous devez donc également voir si, bien que vous soyez éligible, la plupart ou alors les documents qui sont requis pour postuler au programme de bourse, vous les avez. Sinon, comment faire pour entrer en possession? Parce que quelquefois, bien qu'on soit éligible et bien qu'on souhaite postuler un programme de bourse, il arrive des fois qu'il y ait des documents qu'on ne soit pas même à notre niveau de produit.
Parfois, il faut soit rentrer en contact avec, je sais pas, un ministère ou alors un bureau de rectorat ou alors le doyen ou le chef de département. Toujours est-il, je pense qu'il faut bien se rassurer de la disposition de tous ces documents avant de se lancer. Avant de se lancer. Et par la suite, il y a une étape qui est très importante, à savoir l'identification ou alors la recherche d'un potentiel encadreur. Parce que après que vous ayez identifié votre domaine d'expertise, vous ayez ciblé la bourse que vous souhaitez postuler, vous êtes rassuré de votre éligibilité, vous devez maintenant essayer d'entrer en contact avec un professeur. Ça, c'est, je dirais, la plupart des bourses. C'est vrai qu'il y en a qui peut-être n'exigent pas, mais au moins à 90-95% des cas, les bourses requièrent un encadrement pendant le processus. Et donc, ce que nous préconisons généralement, c'est une fois que vous avez ciblé la bourse, cela implique le pays. Vous devez donc voir, parce qu'il y a des bourses qui limitent les instituts avec lesquels on peut postuler. Et donc, tout ça rentre dans les critères d'éligibilité. Ça veut dire que vous vous rassurez que vous avez accès à ces sites-là parce que postuler avec le mauvais encadreur, c'est comme une perte de temps. Généralement, ces systèmes de bourse sont encadrés par des logiciels automatiques qui rejettent certains dossiers même sans que ce ne soit étudié. Et donc, nous préconisons que vous vous rassurez que euh, la liste des universités qui sont admissibles à ces programmes de bourse, vous les ayez et vous ayez accès. Ça va permettre que quoi? Ça va permettre que vous ayez la possibilité de contacter les encadreurs. Si je prends l'exemple de la TOAS, la TOAS, généralement, pour le cas, disons même la TOAS DBT qui est pour l'Inde, ils ont un large panel d'instituts et généralement, c'est au candidat à lui d'essayer d'entrer en contact avec les différents encadreurs de ces instituts. Vous avez la possibilité de postuler ou alors d'envoyer des emails parce que généralement, c'est ça la façon la plus commune pour entrer en contact avec un encadreur. C'est d'envoyer les emails. Vous pouvez envoyer des emails à une vingtaine, voire une trentaine ou même une centaine d'encadreurs avant d'avoir un retour positif. Et donc, comme le professeur Brice l'a si bien dit, le découragement n'est pas à l'ordre du jour parce que quelquefois, vous pouvez écrire un professeur qui peut-être n'a pas d'espace dans son laboratoire. Certains ont l'amabilité de répondre, d'autres ne répondent même pas. Mais vous devez juste continuer à envoyer parce que si le programme existe et si l'université a été choisie, ça veut dire que au sein de l'université, il y a des personnes qui ont besoin des étudiants à encadrer pour ce programme tout bourse. Et donc, vous devez envoyer des emails aux différents encadreurs. Bien évidemment, vous devez vous rassurer que l'encadreur chez qui vous envoyez le email travaille dans le domaine des expertise dont vous souhaitez postuler. Donc, votre projet doit cadrer avec son domaine d'expertise. Sinon, beaucoup ne répondent pas lorsqu'ils se rendent compte que ce qu'il veut faire, je ne peux pas le faire dans mon laboratoire, je ne peux pas l'accueillir dans mon laboratoire. Et donc, généralement, c'est bien de se rassurer que cet encadreur à qui j'envoie le email à un domaine ou alors travaille dans un domaine qui correspond à ce que je veux faire. Et généralement, lorsque vous avez un retour d'un potentiel encadreur, il va généralement vous fournir ce qu'on appelle une lettre d'acceptation, c'est-à-dire il accepte de vous encadrer. Et c'est un papier très crucial, très phare, parce que le tout n'est pas aussi seulement d'avoir une lettre d'acceptation, mais c'est de vous rassurer que la personne avec qui je souhaite travailler, cet encadreur, a les compétences qui vont m'aider. Parce que certains aussi vous envoient des lettres d'acceptation alors que peut-être ils ou elles ne font pas exactement ce que vous faites ou ce que vous voulez faire. Et donc, ce serait un peu compliqué pour vous une fois sur place parce que généralement, c'est difficile de sortir d'un laboratoire à un autre laboratoire lorsque vous êtes déjà en déplacement pour la bourse. Et donc, nous préconisons que c'est une étape très cruciale qui nécessite un peu de temps juste pour les nouveaux, mais lorsqu'on est déjà ancien, on a déjà une bonne idée, on sait déjà mieux comment gérer cela. L'information clé que je dirais ici, c'est lorsque vous identifiez un institut qui fait partie du programme de bourse, vous devez voir le nom de l'encadreur et aller faire des recherches sur cet encadreur.
voir quels sont les types de publications que cet encadreur met online et voir si ce type de publication rentre dans ce que vous voulez faire comme formation. Parce que si tel n'est pas le cas, c'est mieux de chercher un autre encadreur afin de vous aussi vous faciliter la tâche et permettre que tout se passe bien durant votre déplacement ou votre séjour. Et généralement aussi, vous devez préparer les documents nécessaires pour cela. Les documents incluent aussi un document crucial qui est généralement le CV. Le CV en soi varie d'un programme de bourse à un autre de façon structurale et même sur le point de vue de la taille. Je dirais en général un CV de 1 à 2 pages suffit parce que lorsqu'on est encore un chercheur en herbe ou un aspirant, on n'est pas censé avoir un CV long parce qu'on n'a pas beaucoup de réalisations. Et quand bien même on a beaucoup de réalisations en termes d'articles ou de séminaires, je préconise le plus souvent pour les articles de mettre les liens. On n'a pas besoin de donner euh, tout le titre de l'article, par exemple, et aussi c'est limité généralement aux articles où on figure parmi les 2 ou 3 premières positions au maximum. Parce que les articles où on est, sauf si on n'en a pas assez, ça c'est si on en a assez, on se limite aux publications où on est à 2e ou 3e position, tout au plus. Au cas contraire, ça va rallonger votre CV et ça peut perdre votre interlocuteur ou alors la personne avec qui vous devez échanger. Parce que généralement, votre CV doit euh, contenir une brève description de votre personne, tout en précisant votre domaine d'expertise, vos connaissances, vos acquisitions en termes de technique, en termes d'expérience aussi, en termes de pratiques que vous avez déjà eu à effectuer. Et par la suite, vous pourriez maintenant donner le niveau académique, les conférences que vous avez assistées, les webinaires que vous avez assistés et autres. Et aussi, c'est souvent bien à la fin de son résumé, donner ce qu'on appelle les references. Euh, en français, je ne sais pas, la personne à contacter si on a besoin de confirmer certaines informations sur votre résumé, une ou deux, en fonction de votre niveau. Si vous pouvez avoir des relations avec un enseignant qui vous autorise à mettre ses coordonnées de telle en sorte que s'il y a une information qu'on souhaite vérifier sur votre résumé ou votre CV, on peut entrer en contact avec cet encadreur-là et il ou elle pourra confirmer certaines informations que vous avez mises sur votre résumé ou votre CV. Vous allez m'excuser, quand je dis résumé, c'est la même chose que CV en fait. Par la suite, il y a ce qu'on appelle la lettre de motivation qui varie beaucoup et je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est une lettre qui permet juste de donner ses motivations de façon générale, dire pourquoi, donner son intérêt pour la bourse, quel apport cette bourse fera dans votre vie, qu'il s'agisse d'objectifs professionnels ou académiques, fonction du niveau, fonction de votre niveau d'application. Et de façon générale, les bourses ont plusieurs étapes et nous préconisons de respecter les différentes étapes et surtout la date limite de candidature parce que généralement, les bourses ont une date limite qui parfois, fonction de votre aire géographique, pourra varier d'un pays à un autre suivant l'heure. Mais il est toujours bien de finaliser son application quelques jours avant parce que cela vous évite des hésitations par rapport à, à l'heure exacte du décalage et à quelle heure est-ce que vous êtes censé soumettre votre application avant la date limite. Et ceci fait, lorsque vous avez soumis votre application, vous devez par exemple vous rassurer que vous devez avoir un retour de mail. Ça veut dire quoi? Lorsque vous soumettez une application, vous êtes censé recevoir une confirmation, un email de confirmation. Si cela n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à faire un email
parce que de façon générale, il y a toujours une adresse email à contacter en cas de souci. Et donc, on n'hésite pas à envoyer un email pour se rassurer que la candidature a été bien reçue. Ça, c'est si on ne reçoit aucun email après avoir soumis la candidature. On doit se rassurer qu'effectivement, la candidature a été bien reçue. Et lorsqu'on a soumis la candidature, il y a la préparation de l'interview, parce que certaines bourses exigent des interviews pour finaliser le processus. Et la préparation de l'interview, je pense que le professeur Brice, je ne sais pas s'il est toujours online. Le prof Brice nous reçoit. Bon, je vais continuer. Je ne sais pas, peut-être qu'il a... Je peux l'appeler. Et donc, la préparation de la phase d'interview implique une lecture sur le programme de bourse, une lecture un peu plus approfondie sur l'institut où on va se rendre, s'il s'agit d'un institut ou l'université en question, parce que vous devez pouvoir justifier de façon... Ok, il est venu. Je disais tantôt que la préparation de l'interview après avoir soumis sa candidature est une étape très cruciale. Et je pense que le professeur Brice va nous entretenir sur cette partie, s'il le permet. Je vais donner la parole au professeur Brice pour cela. Merci. Ok. Merci, très cher confrère, pour cette suite. Alors, en ce qui concerne l'interview, oui, effectivement, elle est assez cruciale comme étape. Bien souvent, l'étudiant ou le candidat en général ne définit pas clairement quel est son projet même d'études lorsqu'il fait sa demande dans le mail. Bien avant, bien en amont, si son CV même a été accepté, parce que parfois, certains ne lisent pas la lettre de motivation et ils préfèrent avoir le contact direct avec l'étudiant. Et pendant l'échange, parfois, l'étudiant n'a pas bien préparé, n'a pas bien défini que ce soit son projet d'étude, le projet de recherche encore, ça passe. Le projet professionnel, parfois, c'est assez ambigu. Et tout récemment, j'ai eu un étudiant qui m'a contacté et qui mélangeait effectivement même ces différentes notions-là entre projet d'études, projet de recherche, projet professionnel. Et, et puis voilà. Donc, en amont, avant de passer à une étape, enfin, avant, si vous avez déjà réussi une convocation pour préparer un entretien, préparez-vous aussi en amont. Creuser sur le laboratoire, si c'est pour une thèse, creuser sur la formation, sur les débouchés de la formation, avant maintenant de postuler au programme de bourse, parce que dans votre lettre de motivation, vous allez bien mentionner cela. Vous avez en ligne pas mal de forums qui existent où vous pouvez déjà rien que saisir pourquoi, enfin, vous préparer en amont sur les bourses. Des simples questions basiques. Pourquoi est-ce que vous voulez cette bourse? Ça, ce sont des questions qui peuvent vous être posées. Quelles sont vos ambitions à long terme? En quelque sorte, on voudrait juste, on attend du candidat qu'il puisse donner en retour son projet professionnel, s'il va rentrer dans son pays à la fin de parvenir au terme de ce projet de recherche. Il y a quelques petits tips en ce qui concerne cela. Et pour les réponses pratiques, ça se décèle dès le début. Vous devez vous préparer en amont de façon à ce que ça devienne une partie intégrante de vous, de telle sorte que la réponse coule, la réponse seule, sans toutefois envoyer des variances sonores sur votre timbre vocal. Et vous deviez aussi montrer votre intérêt. Donc, en gros, ça, ce sont les cas visuels de la préparation d'un entretien ou une bourse. Ça change, c'est pas si différent d'un entretien pour un emploi ou d'un entretien académique pour une admission au sein d'une formation spécifique. Et il faut suivre aussi son dossier de candidature. Donc, lorsque vous avez soumis, même après l'entretien, si vous avez eu à terminer et qu'il n'y a pas eu de suite, n'hésitez pas à relancer, ce soit l'examinateur, ce soit le responsable du dit programme ou le responsable de labo pour ceux qui aspireront à faire des postdocs, pour savoir quelle
a été la suite. S'il vous dit que c'est une réponse négative, parce que c'est qu'il va justifier. Mais s'il ne justifie pas, prenez aussi votre courage à deux mains pour demander la plupart, hein, l'étranger, ils sont assez courtois. S'ils ont du temps, ils vont vous répondre de façon très claire et dans le but que vous vous améliorez. Donc, vous pouvez être à même de demander pourquoi est-ce que, vous pouvez chercher envie d'améliorer votre CV. Si c'est par exemple un motif de votre CV, vous pouvez demander quels sont les éléments clés qui ont fait en sorte que votre dossier ne passe pas. Là, vous pourriez vous améliorer pour la prochaine fois parce que la plupart de ces bourses-là sont périodiques. Donc, c'est-à-dire, chaque année, en dehors peut-être des bourses gouvernementales, et même, on va savoir, je pense qu'il y en a certaines qui sont assez périodiques, assez régulières. Comme ça, après une tentative, vous pouvez encore essayer l'année prochaine. Bien sûr, sans toutefois vous limiter à une seule bourse, il faudra bombarder vos candidatures dans diverses formes de bourses en fonction de là où est-ce que vous aspirez vous positionner. Donc, je pense que je vais repasser encore une fois de plus la parole à mon cher confrère, Dr. Ellis, pour l'introduction au troisième volet de cette première phase d'entrevue sur comment construire son réseau scientifique efficace pour obtenir une bourse de recherche. Merci, professeur. Merci pour cette présentation. Cela nous permet d'avoir une idée bien plus précise sur comment faire, quoi faire exactement. Et avant cette troisième partie, s'il y a peut-être une conclusion sommaire à faire, je dirais la persévérance doit être de rigueur parce que les programmes de bourse, certes, ces programmes existent, mais je n'aime pas ta façon d'être langue dans les choses là. Tu dis d'abord que tu vas tu ne pars pas à la douche pour me donner encore le travail. Monsieur, Tu peux te désactiver, cher confrère. Tu es désactivé, Wamba. Alors, tu n'as pas désactivé ton micro. Ah, je croyais l'avoir désactivé. Merci. Je disais tantôt, avant de passer à la partie 3, qui est la construction d'un réseau scientifique efficace, je pourrais donner quelques mots de conclusion à la suite du professeur Brice, tout en remerciant le professeur Brice pour sa présentation ou alors son intervention. Je dirais la persévérance doit être de rigueur parce que les programmes de bourse en généralement sont hautement sélectifs parce que généralement, il y a beaucoup de personnes qui appliquent, les candidatures sont multiples et parfois, vous pouvez juste, suite à une petite erreur, manquer un programme de bourse, mais vous devez le faire encore et encore et encore parce que généralement, pour les pays africains subsahariens, comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des bourses sont gratuites, pas toutes, et vous devez aussi vous orienter vers les bourses gratuites. Et du fait qu'elles soient gratuites, ça fait que vous ne dépensez même pas un seul centime, qu'il s'agisse du financement des travaux de laboratoire, même de votre mobilité. Vous avez un billet d'avion qui vous est offert en aller-retour. Et quelquefois, même le déplacement dans le pays, si vous prenez un bus d'une ville à une autre, vous gardez le reçu, on va vous restituer ces fonds. Et donc, simplement du fait que tout soit financé de A à Z, je me dis que ça doit vous motiver encore et encore de continuer à postuler si les premières échéances ne sont pas positives. Et donc, soyez persévérants, essayez de diversifier vos candidatures en ce sens que l'application à un programme de bourse n'exclut pas ou alors n'entrave pas l'application à un autre programme, tant que c'est deux programmes bien distincts. Si par exemple vous appliquez à la TOAS, par contre, vous ne pouvez pas appliquer à différentes TOAS au même moment, mais si vous appliquez à la TOAS, vous pouvez appliquer un autre programme RTF, vous pouvez appliquer un autre programme Humboldt, vous pouvez appliquer un autre programme FL, tout ça, vous pouvez appliquer, disons,
même 20 programmes, même 30, voire même 100 d'un seul moment. Et donc, l'idéal, c'est de diversifier vos candidatures en ce sens que appliquer à plusieurs programmes de bourse, cela augmente vos chances. Et si vous êtes sélectionné parmi tous ces programmes, vous aurez maintenant le choix, un choix à faire, et ce panel peut vous aider dans le choix à faire, ou alors des personnes aînées qui sont passées avant vous pour vous orienter dans le choix à faire. Et donc, n'hésitez pas à postuler, ça requiert vraiment beaucoup de temps, comme le docteur Anil l'a dit, mais trouvez du temps pour cela parce que de nos jours, les réseaux sociaux de distraction, moi je vais dire comme ça, parce que juste après moi, vous allez comprendre ce que le docteur Anil appelle par réseau scientifique efficace. On peut utiliser Internet, mais à bon escient, plutôt que de rester sur des réseaux sociaux de distraction qui ne nous apportent pas grand-chose. Prenons un peu de notre temps et postulons à plusieurs programmes de bourse. Cela pourrait vraiment vous sortir de la, on va dire, de la misère, entre guillemets. Désolé pour le thème, mais cela va nous aider à augmenter la quantité de chercheurs en Afrique et probablement le développement de l'Afrique suivra parce que seule la connaissance peut aider un pays ou alors un continent qui est aussi appauvri que l'Afrique. Et servez-vous des exemples, n'ayez pas des hésitations à contacter des personnes qui sont passées avant vous afin de vous aider à partir de leur expérience. Et ceci dit, je crois que ce sera mon mot de fin pour ce deuxième panel. Et la suite, je crois que c'est le docteur Anil qui va présenter sur comment construire un réseau scientifique parce que, à défaut d'utiliser Internet pour se distraire, on peut l'utiliser pour essayer de build un réseau qui va permettre d'augmenter les chances dans les programmes de bourse. Et je passe donc la parole au docteur Anil pour cette suite. Merci.